Vous êtes sur RTL. Orange.fr 20h, 21h, Jacques Pradel sur RTL. l'heure du crime. Et bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime, une émission qui a été préparée comme chaque soir par Justine Vignot et Émilien Vinet. Et ce soir, c'est Romain Vacossin qui est à la réalisation technique de cette émission consacrée à une histoire extraordinaire que nous allons vous raconter dans un instant avec mes invités, celle d'un des plus grands génies de la fausse monnaie qui a, tenez-vous bien, qui a tenu en échec les policiers spécialisés, persuadés d'être confrontés à un gang international de voyous, et cela pendant 13 ans, de 1951 à 1964. Il s'appelait Czesław Bojarski. Il était d'origine polonaise. Il était arrivé en France dans l'année 1940, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on vous raconte donc cette histoire dans un instant avec Thibaut Châtel. Bonsoir. Bonsoir Jacques, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes Thibaut Châtel, producteur, réalisateur de documentaires de cinéma et de télévision, et vous avez produit un documentaire sur Czesław Bojarski, le Cézanne de la fausse monnaie, parce que c'est ce qu'on dit dans les milieux spécialisés, oui, chez les collectionneurs. On oui, dit un Cézanne comme si on parlait d'un tableau, évidemment, d'un des peintres les plus célèbres. Voilà, mais ce surnom, c'est vraiment les policiers qui le lui ont Qui donné. lui avait donné, Ouais, oui, ouais, absolument. ouais. Donc, vous êtes venu avec Arnaud Manas, que je suis ravi d'accueillir dans ce studio. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes aussi l'homme de la situation, parce que on a le journaliste et l'équipe qui a refait la vie, si j'ose dire, de Czesław Bojarski. Et alors, vous, Arnaud Manas, vous êtes vous dirigez le service patrimoine historique et archives de la Banque de France. Bon, j'ai une question tout de suite à vous poser, parce qu'on ne prête qu'aux riches. Il y a la réalité, l'histoire qu'on va raconter, c'est l'histoire vraie de Czesław Bojarski, mais il y a eu aussi des rumeurs, des on-dit, des légendes carrément, et je voudrais vérifier tout de suite auprès de vous quelque chose qu'on m'a donné comme une information. On m'a dit, les policiers l'appelaient le Cézanne de la fausse monnaie, tout le monde était tellement admiratif de son talent que même le gouverneur de la Banque de France a eu pendant toutes ces années au mur de son bureau un Bojarski, donc sous verre, qui était donc dans ce bureau. Vrai ou faux? Je vais vous faire de la peine. Hélas, non, c'est faux. Il n'y a jamais eu de Bojarski, puisque c'était des pièces à conviction, c'était des pièces criminelles. Et donc, elles étaient conservées en sûreté, mais pas avec les odeurs que l'on croit. Alors c'était peut-être dans le bureau du chef de l'époque de l'Office central de la répression du faux monnayage. On vérifiera tout à l'heure, parce que nous aurons dans cette émission au téléphone, vers la fin de l'émission, un policier, Éric Bertrand, commissaire de police, actuel chef de l'Office central pour la répression du faux monnayage. On se retrouve ensemble dans quelques instants, mais d'abord, je voudrais vous raconter en quelques mots comment cet homme a fini par être arrêté après des années et des années d'activité. À la fin du mois de janvier 1964, les policiers de l'Office de répression contre le faux monnayage encerclent un banal pavillon de la petite ville de Montgeron, dans la banlieue sud de Paris. Ils sont armés. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils redoutent que l'homme qu'on leur a décrit comme pouvant être violent ne se laisse pas arrêter facilement. L'enquête a commencé 13 ans plus tôt, en 1951, à la suite d'une alerte de la Banque de France qui signalait avoir reçu cette année-là un nombre important de fausses coupures de 1000 francs, des billets bleus en circulation en France depuis 1945. Ces billets proviennent d'ailleurs de toutes les régions, de presque toutes les régions de France, y compris de la région parisienne. Ils sont remarquablement imités et seuls les spécialistes de la Banque de France ont été capables de les identifier. Quelques années plus tard, en 1958, apparaît une nouvelle contrefaçon de la même qualité. Ce sont des billets de 5000 francs cette fois, que les experts appellent terre
et maire. Les policiers font très rapidement le rapprochement avec la vague de 1951. Ils sont persuadés qu'il s'agit du même faussaire, de la même bande, mais là encore, impossible d'en trouver l'origine parce que les billets proviennent à nouveau de toutes les régions de France. Peu à peu, la source des faux billets semble se tarir lorsqu'en 1963 apparaît une nouvelle épidémie de faux billets qui concerne cette fois des billets de 100 nouveaux francs à l'effigie de Bonaparte. Même qualité de papier et de dessin, même difficulté pour les non-spécialistes de les repérer. Le faussaire est véritablement, de la vie générale, un artiste. Pendant plusieurs mois, ces faux Bonaparte arrivent toujours à la Banque de France, isolés au sein d'une liasse de bons billets. Mais un jour, les experts de la Banque centrale française appellent la police pour signaler qu'on vient de détecter une liasse complète de faux billets, ce qui ne s'était jamais produit jusqu'alors. Cette liasse, elle provenait de l'administration des PTT. La somme avait en effet servi à l'achat de bons du Trésor. Et l'enveloppe de remise portait le cachet d'un bureau de la Poste de la rue Turgot, à Paris, dans le 17e arrondissement, où s'était, paraît-il, présenté un homme d'une trentaine d'années, taille 1,75 m, c'est la description que va faire le guichetier, cheveux clairs. Les enquêteurs attendaient cette erreur du faussaire depuis de très longues années. Ils mettent donc en place immédiatement une souricière, une planque, en espérant une éventuelle nouvelle visite d'un faussaire au même bureau de poste. Parallèlement, les employés des PTT du 9e, du 16e, du 17e arrondissement, ainsi que ceux de quelques bureaux de banlieue, sont également mobilisés et briefés soigneusement par la police sur la conduite à tenir au cas où quelqu'un se présenterait pour acheter des bons du Trésor avec de faux Bonaparte. Le 10 décembre 1963, un homme correspondant au signalement diffusé dans tous les bureaux de poste se présente à nouveau à un guichet du 17e. À sa sortie, les policiers le voient monter dans une Caravelle, la voiture à la mode à l'époque, une Renault, dont ils notent évidemment soigneusement le numéro d'immatriculation. La liasse remise au guichet était entièrement composée de faux billets de 100 nouveaux francs. Le service des cartes grises va révéler que la voiture appartient à un nommé Alexis Chouvalov, d'origine russe, domicilié à Clichy. Et au fil de l'enquête, il s'avère que ce Chouvalov fréquente assidûment un certain Antoine Dovgrid, d'origine polonaise. C'est son beau-frère. Les deux hommes sont interpellés le 17 janvier 1964 et la perquisition de leur domicile permet aux policiers de retrouver de nombreux autres billets de 100 nouveaux francs, aussi parfaitement imités. Certains numéros correspondent également à la série de fausses coupures utilisées pour acheter les bons du Trésor, qui sont également saisis sur place. Les deux hommes confondus vont passer rapidement aux aveux et ils dénoncent Czeslaw Bojarski comme étant le cerveau de l'opération. Le faussaire leur a vendu les billets à quelques pourcentages évidemment inférieurs à leur valeur, et Antoine Dovgrid est parti avec son beau-frère liquider les billets dans les bureaux de poste. Quelques jours plus tard, les policiers se rendent donc au domicile du faussaire, à Montgeron, et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Alors, il faut ajouter que la surprise des enquêteurs, elle sera d'abord et avant tout de constater que derrière cette incroyable affaire, il y avait un homme seul et non pas une bande internationale comme ils le pensaient depuis plus de 12 ans. On vous raconte tout ça en détail et maintenant, à partir de maintenant, on vous raconte la véritable histoire de Czeslaw Bojarski avec mes invités. L'heure du crime. Jacques Pradel. Jusqu'à 21h sur RTL. RTL. Sur mini.fr. L'heure du crime. Sur RTL.
Les invités de l'heure du crime ce soir, Thibaut Châtel, producteur, réalisateur de documentaires et qui est entre autres le producteur de ce documentaire sur Czesław Bojarski. Et il est venu en compagnie de Arnaud Manas, donc qui dirige le service patrimoine historique et archives de la Banque de France. Mais c'est à vous d'abord que je m'adresse, Thibaut Châtel. Bon, cette histoire, elle vous a fasciné, vous êtes tombé dessus en écoutant la radio, je crois d'ailleurs. Je suis tombé dessus en écoutant une très bonne station qui s'appelle RTL, une histoire racontée par Jacques Pradel. C'est une histoire fétiche, elle est tellement énorme. En vous écoutant, je ne connaissais pas cette histoire, une émission il y a quelques années, j'ai entendu ça, et comme je savais que France 5 cherchait des sujets sur des faussaires, parce ça s'inscrit dans une série sur des faussaires, je me suis dit, Bojarski, donc je suis allé chercher, etc., et je l'ai proposé à France 5, qui m'a dit, très très bonne idée, on prend, voilà. Voilà. Alors bon, maintenant qu'on a dit ça, vous avez réalisé une véritable enquête avec l'équipe du film, et vous êtes tombé sur, j'allais dire quelques pépites d'ailleurs, parce que comme on l'a compris au début de l'émission, l'histoire de Bojarski, elle se raconte dans les milieux spécialisés, chez les collectionneurs, mais elle se raconte avec du vrai, bien sûr, mais aussi beaucoup de faux. C'est le cas de le dire. Oui. Alors. C'est difficile de tirer exactement, de savoir qu'est-ce qui est vrai exactement, qu'est-ce qui est faux exactement, parce que même si on a lu tous les rapports de police, toutes les minutes du procès, regardé quasiment toutes les archives de la Banque de France, il y a quand même quelques petits points un peu sombres. Ce qu'on sait en quelques mots, c'est qu'il arrive en 40, il est ancien militaire polonais. Il a fait l'école polytechnique de Gdansk. Oui, c'est une sorte de polytechnique. Il est à la fois, il a un diplôme d'architecte et d'ingénieur, donc c'est quand même une très grosse tête, ce type-là. Il sait jouer de l'accordéon, il sait faire des tas de choses. Et il fuit la guerre, les Russes. Il fuit la guerre. Il se retrouve à Marseille, et à Marseille, on cherche des faussaires pour faire des faux papiers pour ses compatriotes polonais, des faux visas pour que des juifs puissent partir. Et lui, assez naturellement, il va se mettre à graver des plaques et à faire des faux. Il a du talent. Il sait un peu tout faire, ce gars-là. Il sait un peu tout faire. Mais lui, il ne veut pas être faussaire, il veut être inventeur. Et après la guerre, il va s'installer un petit atelier, et il va commencer à faire des inventions insensées. Il va inventer le fauteuil qui monte et qui descend sur un seul axe, qu'on a tous dans nos bureaux maintenant, mais qui n'existait pas à l'époque. Il va inventer, vous savez, sur les déodorants, la petite bille sans fin qui tourne. C'est lui qui l'invente. Il n'en tirera pas aucun bénéfice. Il va inventer la capsule de café unique. Je ne vais pas dire le nom de la marque, mais qui nous permet à tous de faire les cafés. Mais pareil, il fait tout trop tôt. Dans les années 50, on n'a pas du tout l'idée de se faire une petite café. Il fait tout trop tôt, mais il y a des gens malins qui vont s'inspirer de ces... mais 30 ans plus tard. Et après... il est un inventeur, mais il n'est pas commercial. Il n'a pas le sens du contact. Il parle avec un accent polonais à couper au couteau, donc il fait pas. C'est un petit monsieur. Les gens n'ont pas confiance en ce gars-là. Donc finalement, il va un peu tout rater. Et ce qui va se passer dans les années, il faut pas que je dise de bêtises, 48, il va être repéré par le gang, la partie faux monnayeur du gang des tractions avant. Je ne sais pas si Arnaud est tout à fait d'accord avec cette partie. Il nous dira, on l'interroge dans 2 minutes. Oui, bien sûr. D'après Jacques Briot, qui a écrit un bouquin sur cette histoire, et puis Christian Porcheron, qui est le conservateur du musée de la fausse monnaie à Annecy. Et ces gars-là vont dire, mais nous, on a du papier, parce qu'ils ont volé du papier, un petit peu comme dans le Cave se rebiffe, mais maintenant, il nous faut un graveur. D'accord. Et il va graver Bojarski parce qu'il a une réputation. Ils l'ont repéré pendant l'occupation. À cause de la guerre. Et il a besoin d'argent. Il a une femme. Et il va accepter de graver un 1000 francs. Une plaque pour faire des faux billets de 1000 francs. Et puis, les gars du gang des tractions avant, de la partie fausse monnaie, parce que c'est gigantesque le gang des tractions avant. C'était des braqueurs de banque, etc. Lucien Scola et Capurro, qui sont un peu les gars de la fausse monnaie, sont arrêtés. Et lui, il prend sa plaque, il prend quelques feuilles de papier, et il fiche le camp. D'accord. Il a la plaque, le papier, il l'a, donc il peut l'analyser, le repérer, et à partir de là, il va apprendre à faire lui-même son papier. C'est là où il est dément, parce que c'est le seul faux monnayeur au monde, je crois, qui va faire son faux papier filigrané. Alors, on se tourne vers notre expert de l'émission aujourd'hui, donc Arnaud Manas. Cette histoire du gang pas des postiches d'ailleurs, du gang des tractions avant. C'est assez peu vraisemblable, parce que ça vous donne
il était quelqu'un de très solitaire. Ça, je crois que Thibault l'a très bien souligné. Il a fait partie de réseaux, forcément. Il a fait partie pendant de la réseaux. guerre, pour faire des faux papiers, il fallait... Oui, mais des réseaux de résistants, pas des réseaux criminels. Oui. Il y a pas mal de voyous qui avaient choisi leur camp. D'ailleurs, la majorité ont choisi le camp des Allemands, quelques-uns le camp de la France libre et des Alliés. Oui. C'est vrai, mais je pense qu'il y a eu quand même, c'est une reconstitution un peu a posteriori, parce que comme par hasard, on ne trouve aucune trace. S'il avait été ce faussaire aux doigts de fée et ce Cézanne de la fausse monnaie, eh bien, très naturellement, son nom aurait circulé dans les milieux et il aurait été recontacté. Or, quand on voit par la suite, c'est que il est seul pour faire ses productions. Donc, on peut penser que la première aussi, il a été seul. Alors, est-ce qu'il a fait du papier? Le papier, on sortait de la guerre, était de beaucoup moins bonne qualité. Donc, il y a eu des changements, c'est peut-être qu'on ne l'a pas détecté. Bon. Alors, de toute façon, on va prendre régulièrement votre avis pour faire la part entre la légende et la réalité. Bon, enfin, il n'en demeure pas moins, Thibault Châtel, que il a forcément fait une expérience. Il a cette plaque, on l'a retrouvée. Il n'a pas été balancé, comme on dit, par les voyous. Non, il n'a pas été balancé par les voyous, et toujours dans ma version, une des raisons pour laquelle il va se cacher tout le reste de sa vie, c'est d'abord pour pas se faire prendre, parce qu'il a ses faux billets, mais c'est aussi pour pas que ces gars-là le retrouvent, parce qu'il a quand même une trouille qui sort de prison pour venir lui dire, dis donc, t'en es où Voilà. Bon, alors, donc on va dire, on va considérer que c'est la première expérience qui prouve d'abord à cet homme qui en était déjà conscient qu'il avait un talent de dessinateur important, et théoriquement, il ne continue pas tout de suite, il continue à essayer de vendre ses inventions, mais comme il a toujours pas de succès, alors il va même monter une petite société, il a un associé, puis ça marche pas, une invention, deux inventions, rien ne marche si vous voulez. Bon. Et il va revenir à la fausse monnaie en disant, bon, maintenant j'ai une femme, j'ai un gosse, il a un premier enfant en 50, et il dit, maintenant il faut que je gagne de l'argent, parce qu'il vit un peu au crochet de ses beaux-parents, ce qui lui pose un problème un petit peu difficile, et en 50, il va refaire 1000 francs, et puis il va aller le dépenser à Noël 50, il va rentrer chez un boucher, et il va essayer d'acheter un petit poulet avec son billet de 1000 francs, et il se rend compte que le billet passe. Et on lui rend la monnaie, alors on lui rend je sais pas quoi, 850 francs, et d'un seul coup, il a 850 francs impeccables, quoi. Et il se dit, mais si j'en faisais un autre. Et si j'en faisais un autre, voilà. Et puis un autre encore. Et alors, un autre encore. Pendant 12 ans, cet homme, il faut garder ça en tête, il va être seul. Sa femme n'est pas au courant officiellement. Alors, on a dit là aussi. Non, officiellement, elle n'est pas au courant. En 64, elle découvre, elle pense que son mari est inventeur, qui vit de ses inventions, qui a vendu des brevets, c'est avec ça qu'il vit, c'est avec ça qu'ils ont deux voitures, qui vont au sport d'hiver l'hiver, et qui voyage beaucoup en France parce qu'il doit tout le temps aller voir des clients. Voilà. En fait, Alors, moi personnellement, j'ai du mal à y croire, mais on n'a pas pu prouver le contraire. Bon, c'est des années aussi où peut-être que la police est un petit peu plus douce. Donc, une fois qu'ils ont attrapé Bojarski, peut-être qu'ils disent, bon, la femme, on la laisse, on va pas mettre les mots maladasse. Oui, c'est peut-être une autre époque, hein. C'est un peu les flics avec la cigarette au coin de bec. En imperméable, c'est différent, hein. Voilà. Bien sûr. Alors, son mode opératoire est très intéressant. On va commencer à en parler. On va faire une pause. Peut-être on va faire une pause d'ailleurs tout de suite pour que vous ayez le temps de nous raconter ça en détail, parce que c'est très bien raconté dans le film, donc qui passe dimanche prochain au matin sur France 5. Il a un mode opératoire absolument imparable et que j'ai trouvé, moi, absolument génial. À commencer par ses premières expériences de faussaire, il va vendre ses billets sur la région parisienne. Et pour ça, tout simplement, il va prendre le métro. Et vous allez nous dire comment il a établi ses plans basés uniquement sur le hasard. 20h, 21h, l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL. Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
crime sur RTL. Aujourd'hui, à la une de notre émission, celui qu'on a, paraît-il, c'était les policiers qui l'avaient baptisé le Cézanne de la fausse monnaie, tellement était grand son talent de faux monnayeur, Czeslaw Bojarski, dont Thibaut Châtel nous raconte l'histoire ce soir avec Arnaud Manas, qui dirige le service patrimoine historique et archives de la Banque de France, et donc dans les archives, il y a aussi les faux billets. Bon, c'est un constat. Et tout à l'heure, on parlera du côté vraiment policier, évidemment, avec le commissaire Éric Bertrand, qui est chef de l'Office central pour la répression du faux monnayage. On verra avec lui au passage que vraiment on est en train de parler d'une époque totalement révolue, évidemment, au XXIe siècle. J'en viens à vous donc, Thibaut Châtel, maintenant. La méthode Bojarski, il a gambergé, c'est pas seulement un génie du dessin, c'est un génie de la gamberge quand même. Alors, Bojarski se dit, bon, la police va chercher un type qui a un mode opératoire pour écouler ses billets. Donc moi, il faut surtout que je n'en ai pas. Donc il prend le métro au hasard, il descend dans une station au hasard, il rentre dans une boutique au hasard, il dépense un billet, jamais deux, jamais trois, un billet. Oui. Avec un billet de 1000 francs, il achète par exemple un paquet de gauloises, ou une petite boîte de... Un bouquet de fleurs, voilà, un bouquet de fleurs, du etc. parfum. Oui. Il prend sa monnaie, il sort, il reprend le métro, il change d'endroit. D'accord. Voilà. Il revient jamais deux fois même. Voilà, il a lavé l'argent puisqu'il a 90% de la monnaie qui lui revient, qui est propre. Ouais, ouais. Le bouquet de fleurs, il l'abandonne. Alors, la légende dit que le bouquet de fleurs, il l'abandonne dans un square où il y a des amoureux, que le rasoir, il l'abandonne devant une maison de retraite pour qu'un petit vieux trouve la bouteille de vin, après, enfin, il ramène pas des cadeaux à la maison. Rien chez lui, voilà. Il ne ramène rien chez lui, parce qu'évidemment, il peut pas rentrer tous les soirs avec des bouquets de fleurs, des rasoirs, des paquets de cigarettes, des boîtes d'allumettes. Ça n'a aucun sens, donc il abandonne tout ça. Et après, il ne retourne jamais deux fois au même endroit, jamais deux fois dans la même station, jamais deux fois dans la même boutique. C'est-à-dire qu'il y a son système, voilà. Bien sûr, mais il doit avoir les poches remplies de monnaie, quoi. Il a les poches remplies de monnaie. Et puis, il va commencer, quand il a bien écumé Paris et la banlieue, à prendre le train, pareil, au hasard, dire, tiens, je vais aller à Grenoble. Il va à Grenoble, il fait 3 boutiques, il reprend le train, il rentre. Voilà. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il fait avec la monnaie, alors ? Avec la monnaie, il va nettoyer cette monnaie en achetant des bons du Trésor dans les postes. Oui. Et puis ensuite, avec les bons du Trésor, il va acheter de l'or. Voilà. D'accord. Et tout ça, il va mettre ça dans un coffre. Un coffre qui est chez lui. Oui, qui est chez lui. Enfin, qui est d'abord chez lui Oui, il a d'abord été hébergé par ses beaux-parents, voilà. C'est cela. Oui. Et puis petit à petit, il a quand même un train de vie, finalement, de ses affaires officiellement marchent bien. Et il va construire ce fameux pavillon de Montgeron. Voilà. D'abord, il veut pas rester chez ses beaux-parents parce que ça le gêne un petit peu. Puis il a son petit atelier dans le fond du jardin, ça ne lui va pas. Et en fait, il va construire une maison qu'il va dessiner lui-même. Oui. Et dans cette maison, il va prévoir sa cache avec son officine, avec son atelier. Oui. Il va prévoir un toit plat, avec une légère pente, pour récupérer les eaux de pluie, pour avoir de l'eau de pluie, c'est-à-dire non calcaire, pour fabriquer le papier, et aussi pour pas être repéré par une énorme consommation d'eau. Donc tout est pensé, organisé, prévu. Et voilà. Le type, il voit un peu loin, quoi. Arnaud Manas, ça vous agace un peu ce côté génie le côté génie. Non, c'est quelqu'un, manifestement, il était au-dessus de la moyenne des faussaires, en termes d'intelligence. Mais ces billets, vous qui êtes un spécialiste, vous les avez vus aussi. Oui, tout à fait. Alors, il faut reconnaître qu'ils sont exceptionnels par leur qualité. Oui. Et c'est pour ça, il faut le souligner, c'est pour la première fois dans l'histoire des billets de la Banque de France les a remboursés. Ah, d'accord. Alors, pour une raison, la révision... Parce que théoriquement, la Banque de France ne rembourse jamais les faux billets. En fait, c'est à la police d'arrêter les responsables qui éventuellement vont être condamnés à rembourser les gens qu'ils ont grugés, quoi. Non, théoriquement, non, c'est pas ça. La Banque de France incorpore des signes de sécurité dans ses billets. Ouais. Alors, il y a 3 niveaux de signes de sécurité. Il y a les signes de sécurité grand public, sur lesquels on vous communique, le filigrane et autres. Ensuite, il y a des signes de sécurité pour les professionnels, les banquiers, les agents de caisse, etc. Et puis après, il y a les signes de sécurité Banque centrale, mais qui sont secrets, ça bien sûr, on ne communique pas dessus. Et c'est comme ça d'ailleurs que la Banque centrale a détecté les faux billets, puisque régulièrement, donc l'argent qui est en circulation, j'ai appris ça en regardant le film de Thibaut Châtel, l'argent qui est en circulation, à un moment il vieillit, il craque moins, etc., il s'abîme.
on le renvoie à la Banque de France, et là, avant de le détruire, la Banque de France, évidemment, vérifie au cas où. Tout à fait. Non, même, ce qui se passe, c'est que chaque fois que quelqu'un, un commerçant par exemple, va déposer sa recette à sa banque, et sa banque va déposer sa recette, déposer son encaisse excédentaire à la Banque de France. Et à ce moment-là, tous les billets sont triés, recomptés. Et il y a... À l'époque, c'était manuel. Maintenant, ce sont des machines extrêmement sophistiquées. Mais à l'époque, c'était manuel. Il y avait des caissiers qui comptaient. Et c'est là toute la subtilité, parce que quand on a découvert le premier Bojarski, c'est pas le caissier, il n'a pas regardé, il n'a pas vérifié un signe de sécurité. Comme vous compteriez des billets dans une liasse, mais lui, le premier, il s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Et c'est le toucher, l'expérience, le je ne sais quoi. Peut-être le bruit. Le bruit, un ensemble de signes. Il a dit, ce billet, il l'a regardé, il ne me plaît pas. Il ne me plaît pas. Et alors donc, ensuite, comme il avait une longue expérience, il l'a envoyé au laboratoire, et là ils ont fait tous les tests, ils ont regardé vraiment les signes de sécurité, c'est là qu'ils ont détecté. Et à partir de là, on a fait attention, on s'est aperçu qu'il y en avait qui arrivaient d'un petit peu partout en France. Tout à fait. Alors, Thibault Châtel, il y a un petit détail qui m'a beaucoup frappé dans le film, que les auditeurs qui vous entendent ce soir vont découvrir, s'ils regardent ce film dimanche matin sur France 5, c'est que il a rencontré, dites-vous, dans le film, un échec, Bojarski, en allant changer un billet. Il y a un commerçant qui, lui aussi, lui a dit « Mais pas bon votre billet ». Alors ça, c'est avec son deuxième faux billet, c'est le 5000 francs. Oui, parce que ce qu'on a dit, il va chez un commerçant, on est en 1960, pour acheter je ne sais quoi, un bouquet de fleurs, et le commerçant lui fait « Mais il n'est pas bon votre billet ». En effet, il n'est pas bon, il va pas. Donc Bojarski a un coup au cœur, il sent alors que son 5000 francs est assez parfait. Et le gars lui dit, il n'y a pas les trous d'épingle. Parce qu'à l'époque, les billets, on fait des liasses de 10 billets et on les accroche avec une épingle. D'accord. Et à partir de ce moment-là, Bojarski va dire, voyons, et il va trouer ses billets avec des épingles pour que les billets fassent vrai. Voilà. Alors, après, quand on aura découvert son système, on va découvrir qu'il avait, et c'est l'autre, particularité de cette histoire que je voudrais qu'on aborde maintenant, il a fabriqué tous les instruments dont il avait besoin, il n'est pas allé les acheter dans le commerce, et en même temps, il avait tout ce qu'il fallait, non seulement pour fabriquer des billets neufs, mais pour également les vieillir, pour leur donner, un air de billets. Alors pour les vieillir, d'abord il les mettait sur une planche et il leur passait un petit coup d'eau de vie pour un petit peu les esquinter. Ah bon ? Il les perçait avec une aiguille et ensuite les billets étaient mis dans une espèce de vieux tambour de machine avec des éponges, avec de la poussière, et les billets tournaient pour être fatigués, esquintés, malaxés. Voilà. Voilà. Et après ça, il repartait. Voilà. Alors, dans un tout petit instant, on fait une pause et puis on va vous raconter le grain de sable, c'est-à-dire comment cette belle histoire s'est terminée. On ne peut que survoler l'histoire. Hein. Et puis, nous prendrons également notre policier de ce soir, donc Éric Bertrand, et pas des moindres, hein, puisque commissaire Éric Bertrand est actuellement chef de l'Office central pour la répression du faux monnayage. Jusqu'à 21h sur RTL. Jacques Pradel. L'heure du crime. Retour de l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL. Et ce soir, on vous raconte la véritable histoire de Czeslaw Bojarski, donc ce faussaire, n'hésitons pas, de génie. C'est vrai quand même qu'il a tenu en échec l'ensemble des policiers spécialisés dans la répression du faux monnayage pendant plus de 12 ans. Et puis, on vous racontera tout à l'heure le grain de sable, comment finalement cette aventure qu'il menait en solitaire s'est arrêtée parce que un jour, il en a eu marre, on va dire, de prendre le train le matin pour aller à Marseille un jour, à Lille le lendemain, à Nantes le troisième jour. Il a voulu mettre dans le coup, comme on dit, quelques proches. Mais c'est là que le grain de sable s'est manifesté. On en parle tout à l'heure. Tout de suite, on va prendre en ligne monsieur Éric Bertrand, donc commissaire de police, chef de l'Office central pour la répression du faux monnayage. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, M. Pradel. Alors, merci beaucoup d'abord d'avoir accepté de participer à cette émission. En fait, la légende ou l'histoire Bojarski, elle est très connue de tous les policiers spécialisés. Tout à fait. Donc, Bojarski reste un mythe
au sein de l'Office de la fausse monnaie, vu qu'on n'a jamais retrouvé quelqu'un qui faisait des billets d'une telle qualité. Ouais. Voilà. Et maintenant, avec les moyens, les nouvelles technologies et les moyens modernes de faux monnayage, on continue à pouvoir les détecter. Ils sont pas aussi beaux que les Bojarski ? Alors disons qu'aujourd'hui, surtout les billets, les euros, ont beaucoup plus de sécurité que les francs de l'époque. Bien sûr, ouais, d'accord. Donc, ce qui permet d'être beaucoup plus efficace en la matière. D'accord. Qu'est-ce qui vous frappe, vous, en tant que policier spécialisé? J'imagine que c'est une passion aussi au fil du temps de cette fausse monnaie qui existe. On dit que c'est pratiquement le 3e plus vieux métier du monde parce qu'il y a de la fausse monnaie depuis qu'il y a de la monnaie en circulation. Mais qu'est-ce qui vous a paru extraordinaire dans cette histoire de Bojarski? Alors bon, déjà pour répondre à une question que vous avez posée en début d'émission, il est vrai que dans le bureau de chef d'office, donc chaque chef se passe religieusement. On a souvert donc un exemplaire de. Vous l'avez donc là, voilà. On n'est pas dans la légende. Non. On a un exemplaire de 2000 francs Minerve et Hercule, donc 1000 anciens francs, et un exemplaire donc de 100 francs Bonaparte. Voilà, donc, bon, c'est vrai Bojarski. Voilà. Qui est là, ouais. Et si Bojarski alors, d'ailleurs, ça vaut cher. Je reviens à vous tout de suite, mais Thibaut Châtel, il y a une vente aux enchères dans le film, et on voit que ça peut atteindre les Bojarski des sommes importantes. Un billet de 100 francs, ça vaut à peu près 250 € aujourd'hui sur le marché des numismates, des collectionneurs. 100 francs Bonaparte de l'époque. Voilà, ça s'achète 200, 250 €. Un Bojarski peut coûter plus de 5000, et puis il y en a même certains dédicacés. On a vu un à Annecy au musée de la fausse monnaie. Grâce à vous, les auditeurs d'RTL peuvent aller consulter le site rtl.fr parce que on a mis la reproduction de ce billet dédicacé par Bojarski qui signe quand même le faussaire du XXe siècle. En toute modestie. Bon, alors, je reviens à vous, Éric Bertrand. Vous connaissez un petit peu l'histoire de l'enquête de vos collègues de l'époque ? Oui, parce qu'en fait, il reste quand même quelques archives au service. Oui. Effectivement, c'est une enquête qui était très longue, comme vous l'avez dit, quasiment 13 ans d'enquête, et puis l'affaire étant résolue sur un coup du sort. Je vous laisserai le raconter. Ah ben non, on compte sur vous pour nous dire. Justement, je veux vérifier aussi parce que il y a pas mal de rumeurs qui circulent sur la manière dont les policiers, lorsqu'ils ont effectué la perquisition de la maison de Montgeron, ont fini par trouver vraiment le laboratoire, enfin l'endroit secret où Bojarski fabriquait vraiment ses billets. Mais si on revient au jour de la perquisition, pendant plusieurs heures, ils vont sonder cette maison, ils vont rien trouver. Alors, ils n'ont rien trouvé, et je dirais que la légende transmise donc de chef d'office en chef d'office dit qu'effectivement c'est découvert par hasard suite à la chute donc d'une tasse de café d'un inspecteur de police de l'époque et qui s'est rendu compte qu'en fait il y avait une trappe cachée parce que le café s'est écoulé d'un seul coup. Voilà, c'est ça. On me l'avait raconté en me disant que les policiers allaient partir après 7 ou 8 heures de perquisition, et puis que c'est la femme elle-même de Bojarski qui aurait dit à un des inspecteurs: ah, monsieur l'inspecteur, je vous offre un café quand même avant de partir, et qui aurait eu un geste malheureux, le café serait renversé, et cet inspecteur de police, donc ce policier, aurait observé que le café partait sous le linoléum de la cuisine, et donc il y avait une fuite, il a soulevé le linoléum, et en dessous il y aurait eu donc la fameuse trappe derrière laquelle se dissimulait le laboratoire de Bojarski. C'est ce qu'on vous a raconté, donc aussi. Tout à fait, c'est ce qui se raconte, je dirais, au sein de l'Office central depuis bientôt 60 ans. D'accord. Alors, puisqu'on est en train de raconter cette découverte, je reviens là à Thibaut Châtel. En tout cas, on découvre. Alors, c'est toujours la même chose. On se dit, il y a la légende, la réalité, elle est aussi extraordinaire, c'est qu'ils viennent avec tout ce qu'il faut pour sonder les murs, les planchers, etc. En tout cas, ils trouvent l'officine. Ils trouvent l'officine. Une trappe et ils trouvent une trappe, mais faut-il l'ouvrir? Oui, alors. Là, d'après nos recherches à nous, comme les policiers commencent à forcer, Bojarski dit arrêtez-vous, et il va lui-même déclencher le mécanisme parce qu'il n'a pas envie qu'on lui casse. Parce qu'il y avait un mécanisme électrique aussi. Voilà, avec des contrepoids, avec la trappe qui s'ouvre toute seule, etc. Et lui, il veut pas qu'on lui casse tout ça, quoi. Voilà. Et puis ils vont descendre sous la maison, et il y a une pièce de 4 mètres sur 4, c'est pas très grand, et il y a absolument
tout le matériel du parfait faux monnayeur, du mixeur pour faire le papier jusqu'au massicoteur à la fin, et puis le fameux tambour pour esquinter les billets. Oui. Tout est là. Alors le mixeur, parce que il faut raconter maintenant comment il faisait. Alors parce qu'il n'avait pas le papier de la Banque de France, mais il avait des feuilles de papier à cigarette, je crois. De l'eau de pluie, du papier à cigarette et du papier calque. Pourquoi de l'eau de pluie ? Alors parce qu'il faut de l'eau, l'eau non calcaire. D'accord. Voilà. Et l'eau était calcaire à Montgeron. Paraît-il. Ouais. Et il voulait pas, j'imagine, faire bouillir de l'eau pendant des heures, etc. Donc il récupérait de l'eau de pluie, il avait un récupérateur, et hop, eau de pluie, papier à cigarette, papier calque, et un mixeur, et puis doucement, on mélange tout ça. Et vous dites dans le film que d'ailleurs, l'eau de pluie, il y avait peut-être une autre raison, c'est qu'il voulait pas avoir des factures d'eau trop importantes et se faire repérer. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, Éric Bertrand ? Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. C'était quelqu'un qui a été très prudent, quasiment toute sa carrière de faussaire, si j'ose dire, et qui est tombé sur une imprudence. Oui, oui, il est tombé effectivement sur une imprudence, mais la découverte. Alors, vous avez vu les images d'archives qui sont diffusées dans le film, des images de la police ? Oui, je sais qu'il y a un film qui a été tourné. Comment avez-vous retrouvé ces documents En fait, ce qui se passe, c'est que la police ne croit pas Bojarski quand il dit « je travaille tout seul ». La police ne le croit pas, personne ne le croit. Les experts de la Banque de France disent non, pour faire un billet, il faut une quinzaine de personnes, il faut des corps de métier, vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Et lui dit, mais je vais vous le prouver, je vais vous les faire, les billets. Et à ce moment-là, il y a Benamou a une idée de génie, il dit à Albert Ducassou, qui est un des inspecteurs qui a beaucoup travaillé, dis donc, t'as pas une caméra chez toi? Si j'ai une caméra 9 mm, va donc la chercher. Et il va chercher cette caméra, et il va filmer Bojarski dans toutes les étapes, et assez bien d'ailleurs, et il va filmer Bojarski dans toutes les étapes. Et je peux vous dire qu'avec Olivier Engrave, qui a réalisé le film, qu'on a trouvé cette archive, à l'INA, voilà, oui. Merci l'INA, on a trouvé cette archive, on a dit mais notre film on le tient parce qu'on a Bojarski étape par étape en train de fabriquer. On le voit fabriquer, c'est faux quoi. Pas mécontent d'être à la caméra parce qu'en fait pour la première fois il est dans la lumière cet homme-là, ça fait 15 ans qu'il vit dans l'ombre. Non mais c'est un petit monsieur qui se cache sous un imperméable, sous un chapeau, qui prend le train, qui prend le métro, qui va dépenser un billet. Et là enfin il rentre dans la lumière, il a un article dans Match. Enfin vous voyez Arnaud Manas, est-ce que au service historique et archives de la Banque de France, vous avez ce document ? On a le film, oui, tout à fait. Alors, il a servi, parce qu'il nous avait été communiqué par l'OCRFM. Donc, c'est quoi l'OCRFM ? L'Office central de répression du faux monnayage. Voilà, donc, le service que dirige Éric Bertrand. Exactement, par nos collègues de l'OCRFM. Et donc, il a servi pendant longtemps à des fins de formation à nos imprimeurs pour apprendre justement à déjouer les techniques, pour montrer, parce qu'il y a une certaine... Ils peuvent être persuadés de faire les billets les plus beaux, les plus infalsifiables, mais en leur disant, attention, vous savez, quelqu'un tout seul a fait, parce que c'est vrai, comme le dit Thibault, on n'y croyait pas. On ne croyait pas à ce qu'un homme tout seul fasse toute la chaîne. Donc c'est pour ça. Alors on fait une pause, je vous redonne la parole dans quelques secondes, c'est la dernière pause d'ailleurs dans l'émission, et après il va falloir qu'on raconte effectivement ce grain de sable, comment l'affaire Bojarski s'est terminée, mal pour Bojarski, mais c'est une histoire à tiroir, encore une fois. À tout de suite. Jacques Pradel, l'heure du crime. Jusqu'à 21h sur RTL. Mini.fr. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. Czeslaw Bojarski, donc maintenant vous saurez que c'est lui qu'on appelle le Cézanne de la fausse monnaie. Mais si on vous dit Dogwirth, si on vous dit Chouvalov, va falloir savoir que ce sont les deux personnages qui ont fait plonger, qui ont mis le mot fin à l'histoire de Bojarski. En fait, Dogwirth, c'était le témoin de mariage de Bojarski. Et Chouvalov, c'était le beau-frère de Dogwirth. Alors, maintenant qu'on a dit ça, comment est-ce que ces deux personnages entrent dans la fin de l'histoire ? C'est très bizarre, parce que Bojarski, qui est un loup solitaire, va à un moment... Alors, il est hypocondriaque, il a mal dans le dos. Il y a une théorie où on dit il pense qu'il a un cancer, qu'il est fichu et qu'il faut qu'il fasse vite du fric pour laisser à ça. C'est une théorie. Bon. D'accord. Il en fait pas assez tout seul. Voilà, il en fait pas assez tout seul. Si on était plusieurs, ça irait il va chercher Dovgrid qui est son témoin de mariage. Et Dovgrid qui rentre dans la combine très vite dit mais moi j'ai mon beau-frère Chouvalov, il a besoin d'argent. Et il dit écoute, si t'as confiance en lui, vas-y, prends-le aussi. Donc il fait rentrer ces deux gars. Et il les briefe quand même. Il les raconte comment une boutique, un billet.
billets, une ville, au hasard. Jamais de faux billets dans les bureaux de poste. Bien sûr, on achète les bons du Trésor avec uniquement l'argent propre. Hein. Alors, Dovgrid a l'air de se tenir à peu près à carreau, mais alors Chouvalov, est un imbécile fini, et lui, il va dans un bureau de poste direct, avec une liasse de 10 billets, ça fait 1000 francs, et un bon du Trésor, et il va retourner dans la même poste plusieurs fois de suite. Enfin, c'est totalement hallucinant, quoi. Oui, et c'est comme ça que la police remonte Chouvalov, Dovgrid, et les deux passent à table en 3 minutes, parce que ce ne sont pas des voyous, c'est des petits gars, c'est pas du tout des gangsters ou qui apprennent à Foster, etc. Et ils balancent Bojarski en 5 minutes, quoi. Alors, légende ou réalité, on dit que la justice ou les policiers leur font comprendre que s'ils balancent bien, non, c'est vrai, ils n'ont pas fait de prison. Non, mais il y a un article de loi, à l'époque, j'ai oublié le numéro, il y a un article de loi. Si on dénonce celui qui fabrique, on évite la prison. Donc eux, ils comprennent très bien et ils vont sortir libres. En revanche, leur copain Bojarski, c'est un peu plus compliqué. Il prend combien Alors, il prend 20 ans de prison. Il en fera entre les remises de peine et ce qu'il a fait en préventif 9. Mais 9 ans de prison pour un homme comme ça, qui est un petit inventeur dans son petit coin, etc., un petit monsieur solitaire, il sort de là complètement brisé, quoi. Il est fichu, quoi. Et à partir de là, il va plus rien inventer, il va plus travailler, il va jouer aux échecs toute la journée c'est les premières petites machines électroniques qui jouent aux échecs, puis c'est fini, quoi. Mais enfin, une mauvaise langue aurait dit à l'époque, mais est-ce que la police a vraiment tout trouvé? Est-ce que vraiment... Or, quand j'ai dit tout à l'heure, c'est une histoire à tiroir, et vous l'évoquez dans le film, évidemment, puisque c'est la véritable fin de l'histoire. Pas Chouvalov, mais Bojarski sort de prison, et puis il se fait oublier. Comme on dit, il a plus le pavillon de Montgeron. Il vit toujours avec sa femme. Et ils vont en vacances, je crois, à la neige. Alors ils habitent à Évry, et puis ils vont faire une marche dans le Massif central. Là, chez eux, alors qu'ils ne sont pas là, il y a une inondation. On est en 1978. Dans l'appartement. Dans le petit appartement d'Évry qui appartenait à la belle famille. Il est retombé un peu au départ. C'est la belle famille qui le loge. Et là, les voisins appellent les pompiers. Voilà, les pompiers arrivent, cassent la porte. Ils déplacent la cuisinière pour chercher la fuite, et là il tombe sur une cache dans laquelle il y a des pièces d'or et des lingots. D'accord. Donc c'était ce que le Bojarski avait quand même sauvé, le vrai butin de Bojarski. Voilà. Et ce butin va être saisi par la Banque de France. Il y a un procès qui va perdre parce qu'ils vont et Bojarski va payer sa dette à la banque. Voilà. Et Arnaud Manas, alors là, on va dire, on peut chercher la moralité de l'histoire. C'est que la Banque de France est rentrée dans ses sous. Expliquez-nous ça. Oui, le crime ne paie pas, c'est vraiment le cas de le dire. La conclusion, puisque en 1978, on trouve cet or, parce qu'il a essentiellement des lingots des Napoléons. Un jugement du tribunal d'Évry l'attribue à la Banque de France, parce que Bojarski disait que c'était ses économies. Il tente de négocier. Il tente de faire un 50-50. Enfin, il y a toute une petite... il tente le coup, quand même. Ça ne marche pas. Et donc, c'est finalement la Banque de France qui récupère cet or. Et avec l'or ayant tellement monté, finalement, elle le vend. Et il y a la direction de la comptabilité qui fait les comptes et qui s'aperçoit qu'on a fait, puisque comme on avait remboursé de façon exceptionnelle les billets, eh bien, on a pu gagner plus que un tout petit peu plus. Que n'avaient coûté les escroqueries. Dans l'escroquerie aussi. Exactement. La Banque de France a fait une petite marge, donc Bojarski est vraiment doublement puni, quoi. Voilà. C'est incroyable. Voilà. Alors, peut-être que on peut, avec Monsieur Bertrand, mettre le fin mot de l'histoire à tout ça. Éric Bertrand, on sait à peu près ce que représentent les sommes, justement, qui ont été fabriquées, si j'ose dire, par Bojarski tout au long de sa carrière. C'est compliqué parce que l'argent n'a pas la même valeur d'une période à l'autre. Voilà, tout à fait. C'est compliqué. Et puis ça, c'est la Banque de France, en fait, qui, in fine, doit pouvoir donner le chiffre quasiment à l'époque au franc près. Voilà, mais on est quand même dans plusieurs... dans quoi en euros, vous diriez quoi Alors là, j'ai pas fait les calculs. Ça, c'est pas moi qui vais vous répondre. Bon, on sait pas. Alors, on ne prête qu'aux riches, on va dire quand même une bonne centaine de millions, quand même, peut-être. En francs, je pense que c'est en dizaines de millions plutôt qu'en centaines de millions. Mais je pense que c'est quelques millions d'euros.
Voilà, d'accord. Alors, dernière question, on profite de votre présence dans l'émission, Éric Bertrand, pour savoir comment ça se passe aujourd'hui. Il n'y a plus de Bojarski, j'imagine. Ce sont des bandes internationales. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le trafic actuel autour de la fausse monnaie? Parce que on dit qu'il y a quand même des équipes, souvent d'ailleurs, on parle d'équipes venues de l'Est, qui se répandent dans des villes, dans des régions en France, pour quand même avec la même technique un peu que les vendeurs de drogue, non? Il y a les grossistes, il y a ceux qui achètent, et puis il y a les mules. Alors en effet, en France, 90% de la fausse monnaie, enfin en Europe, 90% de la fausse monnaie provient de l'Italie, et plus particulièrement de la région de Naples. Voilà. C'est la Camorra napolitaine qui a un petit peu la main sur ce trafic. Oui. Et donc il y a des gens, des grossistes qui vont acheter en Italie, oui, et qui importent cette fausse monnaie en France, et ensuite effectivement c'est revendu par lot ou par paquet, quoi. Ouais. Voilà. Mais on est dans l'industrialisation de la fausse monnaie à l'heure actuelle. Oui, pour l'essentiel. Alors il y a toujours quelques petits artisans, si j'ose dire, qui sont interpellés par notre service, oui, des gens qui fabriquent quelques centaines de billets. Oui. Mais aujourd'hui, on est donc la production de masse vient d'Italie. Ensuite, il y a quand même aussi via le darknet. Oui. Des gens qui arrivent à commander donc dans différents pays. Il y a sur le darknet, il y a des circuits quand même qui existent encore, quoi. Et votre travail, vous êtes nombreux. Comment vous travaillez? Enfin, je ne demande pas de révéler des secrets, évidemment, voilà, puisque votre boulot c'est d'arrêter les faux monnayeurs et de pas leur raconter ce qu'ils risquent. Mais c'est un boulot incroyable. Vous n'avez pas l'impression de vider la mer avec une petite cuillère? Alors non, parce que je dirais contrairement aux stupéfiants, lorsqu'on arrête, lorsqu'on coupe un réseau, on arrête une production. Hein. Donc les contrefaçons en fait ont toute une référence Banque de France, hein, ouais, et on le sait lorsqu'on arrive à interpeller les gens, notamment à arriver jusqu'à l'officine. Hein, oui, et c'est là où la coopération aujourd'hui européenne est très importante, notamment avec l'Italie, pour arriver à faire des équipes donc communes d'enquête internationales. Ouais. Voilà, internationales. Ouais. D'accord. Et dernière question, les sanctions sont très lourdes. Que risque un faux monnayeur aujourd'hui? Alors aujourd'hui, la contrefaçon de monnaie c'est 30 ans. Oui. Hein, et la mise en circulation de 10 ans. Et une des raisons aussi pour laquelle peut-être les contrefacteurs sont surtout italiens, c'est qu'en italien, la contrefaçon c'est 12 ans. Donc 12 ans pour... voilà, c'est moins cher. Ceci explique cela. Voilà. En tout cas, voilà, je vous remercie beaucoup. Merci infiniment, Éric Bertrand. Un petit mot très rapide d'Arnaud Manas. Oui, j'ai retrouvé dans mes notes le montant. Donc ça fait très exactement 2 523 000 francs. Donc, voilà, on va dire 1 franc, 1 euro à l'époque, puisque on est dans les années 60. Donc, un peu plus de 2 millions d'euros. 2 millions et demi d'euros. 2 millions et demi d'euros. Merci infiniment. Merci à vous. Et l'émission est maintenant terminée. Merci Arnaud Manas.